29 décembre 1946, Saint-Michel-en-Brenne. Mise en examen Le laboratoire CAR de Bordeaux fort a donné est un alors regard à la consignement à la justice. Après 5 heures, des larmes aux yeux lorsque ses filles racontent comment CAR leur de père Bordeaux les a a donné un regard à la justice. Confirmé 4 ans plus tard. Ce jour-là, le soleil se lève sur un paysage troublé. Dans la Brenne, territoire rude et sauvage, le temps semble s'être arrêté. Un habitant a disparu, le garde-chasse Louis Boitard. Son épouse, inquiète, prévient les gendarmes. On sait de Louis Boitard que c'est un garde de la propriété qui n'a pas d'histoire particulière. Il donne entière satisfaction à son chef et à ses employeurs. Louis Boitard travaille pour la propriété de la célèbre et richissime famille Le Baudy. Un château, le Blison, et un domaine qui s'étend sur 2800 hectares. Après 2 jours de recherche, Louis Boitard est retrouvé, mort, son corps criblé de 4 balles, gît dans un étang. Immédiatement, les soupçons vont se porter sur un groupe d'une dizaine de chasseurs qui étaient le dimanche dans le secteur. Ils vont être appréhendés très rapidement et ils vont être interrogés pendant 8 jours et 8 nuits. Le commissaire Darro est alors chargé de l'enquête. Il organise les interrogatoires de nuit à la mairie de Mézières-en-Brenne. Parmi les suspects, Raymond Miss, le fils d'un ouvrier polonais, et Gabriel Thiénot, dont le père est un ancien métayer des Le Baudy. Avec les autres interpellés, dans la salle du conseil municipal, ils subissent un véritable supplice. Il y a eu des côtes cassées, des molaires même arrachées, toutes les phalanges des doigts éclatées par ce qu'on appelait la prière des Juifs, qui était administrée par le commissaire Darro. C'est-à-dire qu'on faisait mettre les mains, vous voyez, doigt contre doigt, face, et on introduisait des bouts de bois entre les doigts, comme ça. Et on serrait jusqu'à ce que les phalanges éclatent. Tous avaient eu les phalanges éclatées. À Mézières, les habitants se souviendront longtemps de ces nuits de cauchemar. On entendait des cris de douleur. C'était atroce à entendre. On rentrait, on fermait la porte et puis on fermait les volets pour entendre le moins possible. Et c'est certainement ce que tout le monde faisait à ce moment-là. Les prévenus sont défigurés par les coups, à tel point que les gendarmes doivent dissimuler leur visage dans la rue. À bout, Miss et Thiénot finissent par avouer le meurtre du garde-chasse. Il a fallu qu'ils arrivent à la prison de Châteauroux pour qu'enfin ils se sentent libérés. C'est terrible d'arriver dans une prison pour se sentir libéré des mauvais coups qu'ils n'arrêtaient pas de recevoir, des privations aussi, parce qu'ils n'ont pas eu à manger pendant toute cette période, à peine à boire. Miss et Thiénot renient alors leurs aveux, mais le 24 juin 1947, leur procès s'ouvre tout de même à Châteauroux. Durant les débats, les 2 hommes crient leur innocence, ils racontent la torture, ils montrent leurs cicatrices. 2 autres procès auront lieu, le doute s'installe, mais par 3 fois, Raymond Miss et Gabriel Thiénot sont condamnés. Normalement, à cette époque-là, un meurtre avec préméditation, on sait que c'est la peine de mort. Pas du tout. Ils sont condamnés à 15 ans de travaux forcés. Donc une condamnation en demi-teinte qui est très très étonnante. Il y a lieu de s'interroger sur les raisons de ça. La justice aurait-elle volontairement amoindri la peine de Miss et Thiénot, les sachant innocents? Les incohérences sont nombreuses dans le dossier. Pourquoi le propriétaire Jean Le Baudy a-t-il fait don de 50 000 francs aux policiers lors des interrogatoires? Pourquoi le rapport d'autopsie contredit les aveux signés à Mézières? Que dire du seul témoin qui accuse Miss et Thiénot,
Albert Nisseron, déficient mental, qui se rétractera 5 mois avant le procès. Des éléments troublants qui sont sans compter la torture mise en place par le commissaire Darreau, un ancien collabo connu pour sa cruauté. À ce moment-là, on sort d'une époque de grande violence. La violence est plus ou moins justifiée pour obtenir les aveux, y compris par la population, qui va se sentir coupable par la suite d'avoir accepté ça. Dans les années 50, l'affaire prend un nouveau tournant. Au moment où Miss et Thiénot purgent leur peine au bagne, des journalistes déterrent le dossier. L'idée que Miss et Thiénot sont innocents a fait son chemin. Qu'ils ont été torturés, c'est reconnu par maintenant toute la population. Et donc il y a un climat qui va en leur faveur, qui va provoquer une campagne de presse, régionale d'abord, nationale ensuite. Sous la pression, René Coty accorde sa grâce à Miss et Thiénot. Ils sont libérés en 1954. Tous deux ont alors 27 ans, 2 jeunes hommes brisés, graciés mais toujours coupables aux yeux de la loi. Que s'est-il réellement passé près de cet étang de la Brenne ce dimanche d'hiver 1946 ? Pour Miss et Thiénot, désormais, la vie reste suspendue à cette seule question. La vérité éclatera-t-elle un jour ?